séparerai jamais jusqu'à la fin de mes jours. Ouais. Et ça, je le dis avec beaucoup de conviction. Radio, un média pour la vie. Un média pour la vie. C'est ma vie. C'est ma vie, la radio. C'est un média qui est éternel. C'est pourquoi j'aime bien la radio. La radio, c'est ma vie presque. C'est ma vie. La radio va jamais mourir. Parce qu'elle cite tout. Quel qu'en soit la radio va dire. Parce que tant qu'il y a les appareils, il y a tout, il y a les hommes, la radio va dire. Si tu veux que ton information en Guinée ici touche au moins minimum les 70% ou 80% de la population, passe par la radio. Parce que même dans mon dernier village, il y a des grands-pères qui continuent encore à écouter la radio. Tu les vois monter, ils ont toujours leur petit poste qu'ils utilisent, ils ne connaissent même pas la télé. Ils ont une passion pour la radio. Ils n'aiment pas seulement exercer dans les studios, salles de rédaction parfois surchauffées ou terrains de reportage. Ils épousent ces médias de masse comme un conjoint fidèle, un compagnon de tous les jours. Pour eux, même si la télévision montre, la presse en ligne et les médias sociaux accélèrent le rythme de l'information, rien à faire, ils demeurent radio. S'ils aiment aussi bien le micro et le transistor, c'est parce que dès le bas âge, ils ont été suffisamment bercés par les grandes voix. Ils en sont devenus celles qui inspirent ensuite les nouvelles générations. Nous les appelons affectueusement les grandes, comme toutes les grandes voix de la fin du siècle dernier et du tout début de celui en cours. Dans ces documentaires, ils nous racontent leur début, leur souffrance, mais aussi leur joie et ce dont ils restent fiers à jamais. Lui, c'est Odilon Théa. Il voulait devenir infirmier. Mais dans le groupe des journalistes de la Première République, il est l'un des rares à bénéficier d'une formation en journalisme audiovisuel ici en Guinée et à l'étranger. Les autres étant des fonctionnaires affectés au ministère de l'Information après leurs études, ce quel que soit le type de formation reçue. Lui, c'est Mamadou Aliou Diallo, lotier de la radio nationale. C'est curieux, mais il voulait lui aussi devenir médecin. Je suis venu à la radio, je peux dire de façon accidentelle, parce que ce ne fut pas mon choix. Quand j'étais gosse à l'école primaire, j'avais plutôt envie, ou plutôt ça m'était venu à l'idée d'être infirmier. Parce que je croyais qu'être infirmier, c'était un sommet quand même dans la formation. Pourquoi? Parce que il y a des infirmiers qui venaient au village pour vacciner les gens. Et en les voyant venir avec leurs bagages, des chaises métalliques, je me disais, ah tiens, si un jour je devais être comme ça serait vraiment bien pour moi. Premièrement, moi déjà, je me disais, donc il fallait, pour se donner beaucoup plus aux autres, il fallait être un médecin. Donc, ce qui fait que quand je suis venu en 7e année, j'ai commencé par la biochimie. Et ça encore, nous avons été la promotion qui a commencé le collège au 2 août. Alors, mais malheureusement, chaque année, on nous faisait changer de profil. Donc, 7e année, biochimie. 8e année, on fait série bois, donc la menuiserie. 9e année, on commence à faire la mécanique, donc mécanique générale. Donc, 10e année, c'est un mélange de mécanique générale et d'électricité. 11e, donc, on est définitivement rivé sur, voilà, même le rivetage, là, c'est encore un terme mécanique. Donc, sur la branche mécanique générale, donc, je me suis dit, donc, c'est fini avec la biochimie, donc, c'est perdu. Je suis arrivé en 1963 après le lycée.
Alors, nous avons été formés, ce groupe-là, un groupe de 9 personnes. Plutôt que de nous faire partir en Suisse, ils ont fait venir d'abord une équipe de formateurs, de grands journalistes suisses qui sont venus. Et pendant 3 mois, ils nous ont pris en charge ici à Conakry, dans une école un peu spéciale. C'était à côté de l'endroit où il y a le ministère de la formation professionnelle. Hein? C'est la formation professionnelle, là où résidait d'abord le ministère, à l'époque de l'information. Et dans ce même ministère, il y avait un immeuble qui abritait justement la rédaction de La Voix de la Révolution. Donc c'est là où nous étions. Et là où il y a maintenant le Centre culturel français, c'est dans une salle qui était là-bas, c'est là où on nous a formés. J'aimais beaucoup écouter les discours du président de la République parce qu'il fallait être quand même idéologiquement et politiquement formé. Mais quand même, venir à la radio, commencer à travailler, ça c'est pratiquement à partir d'abord fin 77 et début 78. Voilà. Parce qu'il y avait une émission que El Hadj Alkali Mohamed Keita animait, paix à son âme, avec Christophe Milimono, qui est aujourd'hui directeur de la radio rurale de Zérékoré, si je ne me trompe. Zérékoré ou Kissidougou, en tout cas c'est entre les deux. Et voilà, l'émission c'était le jeudi des pionniers qui passait sur les antennes tous les jeudis à partir de 17h30. Après ça, les Suisses ont dit bon, puisqu'on en est ainsi, nous allons les envoyer en Suisse pour une formation approfondie. Donc, nous sommes donc partis en Suisse, à Fribourg, une petite ville suisse, francophone. Et à l'université catholique de Fribourg, on nous a mis pour une formation. Donc c'est là où nous étions. Et nous allions, à l'époque, nous faisions et la théorie et la pratique. Donc nous allions dans des radios, la radio suisse romande, basée à Genève, une autre radio basée à Lausanne, et une autre radio, la Radio Suisse Internationale, basée à Berne, la capitale. C'est dans ces différentes radios-là que nous qui avons été choisis pour faire la radio, c'est là où on a été formés, à ces endroits-là. On a eu la chance quand même de faire, d'abord la première formation, c'est avec Radio France Internationale. La deuxième, c'est avec la Deutsche Welle, la voix de l'Allemagne. La troisième, c'est avec la radio-télévision égyptienne. Et voilà, par endroits, je dis, si ce n'est pas l'amour de la patrie, peut-être c'est par les ondes qu'on allait se connaître, parce qu'ailleurs, on ne voulait pas que je rentre en Guinée. Voilà, et moi, je me suis dit, ah, Dieu m'a donné des connaissances, et il faut que les jeunes Guinéens aussi, voilà, apprennent. Il faut qu'ils apprennent. Oh, je me rappelle de ces gens-là avec qui on est resté très longtemps. D'abord, il y a, sur le plan radio, il y a Diallo Taïré. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est quelqu'un quand même d'assez connu, hein, parce que souvent il anime des conférences, je crois. Il y avait Abou Bangoura, Non, il y avait Dramou Jérôme. Abou Bangoura faisait la presse écrite. Il y avait Dramou Jérôme, lui aussi faisait la presse écrite. Fodé Bérété, qui était le doyen de l'équipe à l'époque, parce que je crois que lui, il était déjà enseignant, mais il aimait le journaliste, il a souscrit à être journaliste. Fodé Bérété, donc, était notre doyen. Il y avait aussi Amadou Kenema, qui est malheureusement décédé, qui était un très très bon journaliste. Amadou Kenema, Diallo Taïré et moi-même, Odilon, je crois que nous faisions la radio, plus un autre là, dont j'ai oublié le nom maintenant. Il y avait Mamadou Baldé, qui est décédé. Il y avait Barry Ibrahima, de Télimélé, qui lui aussi, je crois, je ne sais pas, en tout cas, je n'ai plus de ses nouvelles depuis longtemps. Dès que je suis venu,
franchement, tout de suite, j'avais mon émission et j'animais. Donc, jusqu'à la fin de la Première République, donc, j'avais ça. Et malgré les cours encore à l'université, voilà, qui n'ont pas du tout été arrêtés pour ça. En 1967, je suis parti en Chine pour une formation d'1 an encore. J'étais à Radio Suisse, à Radio Pékin International, où j'ai évolué pendant 1 an. Et c'est après quoi je suis rentré en Guinée et j'ai commencé à travailler sérieusement, cette fois-ci sans interruption. Précisément en décembre 1970, où j'ai été choisi pour aller être correspondant de La Voix de la Révolution et du journal Auréa à Moscou. À Moscou, j'ai fait 3 ans là-bas et je travaillais comme correspondant de la radio. Le téléphone était mon outil principal et j'avais un bureau à part entière là, à Moscou. J'étais basé à la maison, mon bureau était à la maison. Mais j'ai eu l'occasion quand même de visiter un peu ce qu'on appelait l'Union soviétique. Beaucoup de ces républiques, plus de 7 de ces républiques où j'ai eu à rendre visite et à faire des reportages. Les deux sont Fodé Bouya Fofana, l'enseignant, et Amadou Djoulde Diallo, passionné de l'histoire. Ils ont rêvé d'abord football. Le premier a appartenu à l'équipe préfectorale de son Forêt-Caria natal et le second arrête la pratique du sport roi très tôt à Dalaba, suite à une double fracture. Nous comprenons pourquoi ils ont choisi de continuer à parler de football. J'étais en réalité homologué pour enseigner à l'université par le professeur Siradio Ba. À la suite d'une incompréhension, finalement je suis parti à Fria pour le stage pédagogique. Et quand j'ai fini mon stage pédagogique, j'ai soutenu, j'ai été finalement envoyé au niveau du ministère de l'information et de l'idéologie. C'est vrai que c'était peut-être pas la destination parce que j'ai fait la maîtrise en linguistique, philosophie, c'était l'enseignement, mais on ne change pas le destin. Et je suis arrivé à la radiodiffusion nationale ou à la Voix de la Révolution en 1978 en tant que stagiaire d'abord parce qu'il fallait faire le studio école. Une passion d'enfance. D'abord, je suis fils de garde républicain. Donc, on a eu l'avantage de grandir un peu partout dans le pays. C'est à Kindia, dans les années 60. On était dans le foot. Et puis après, arrivé à Dalaba, c'était encore le foot 68-69. J'avais déjà cassé mon premier bras, mon bras gauche, en 62 entre Kindia et Télémélé quand je venais pour entrer à l'école. Et à Dalaba, j'ai cassé le bras droit. Donc, mon père m'a dit, le football c'est fini. Football fini, j'aime le foot. Bon, j'étais un peu bon en français par rapport aux sciences exactes et tout. Donc, j'ai commencé à enrouler des papiers, à tenir des micros et des boîtes vides, parler au terrain pendant que mes camarades jouaient. Ça, c'est en 69, 70 à Dalaba. Moi, j'ai été affecté au niveau de la radiodiffusion et précisément au niveau des programmes. J'ai commencé donc par le programme où j'ai été responsable d'émission
J'ai également fait l'animation. Quand j'ai dit programme, c'est les émissions. J'ai fait l'animation. Et puis, en évoluant, j'ai fait le sport. Le sport m'a intéressé parce que déjà, quand j'étais jeune, j'étais plus ou moins sportif. Et quand je quittais par exemple le Forécaria, c'était en 1968-69, j'étais supposé appartenir à l'équipe préfectorale. J'ai fait toutes les études secondaires à Gawal. Le gouverneur, donc, et le secrétaire fédéral, Elhadji Amadou Binani, me mettait à bord de camions quand l'équipe fédérale se déplaçait, parce qu'à l'époque, toutes les semaines, vous recevez ou vous sortez. Vous êtes en déplacement ou vous recevez, dans l'espace de ce qu'on appelait à l'époque la Moyenne Guinée. Donc, j'étais inscrit, je partais, et je faisais les reportages donc, dans les régions de la Moyenne Guinée à l'époque, et je faisais des reportages, mais toujours avec les boîtes vides et les papiers enroulés. Jusqu'en 1975, quand j'ai eu le bac, malheureusement j'ai été orienté à la faculté d'agronomie de Koundara, ce que je ne voulais pas. Parce que pour moi, agronomie, ça me déroutait déjà de la presse. Et je vous dis que je suis parti en sport par le truchement d'un événement qui s'était passé. Il y avait une finale de Coupe PDG. Et la finale se jouait, si je ne me trompe pas, entre le 3e arrondissement de Kaloum là, et le 5e ou le 7e arrondissement. Tous les anciens journalistes sportifs étaient catalogués comme appartenant à tel arrondissement ou à tel autre arrondissement. Vu mes prédispositions, Feu Bamboun Kaba, qui était le directeur des programmes en ce moment, paix à son âme, m'a choisi pour faire le reportage. Et la recommandation venait de la présidence de la République. La finale, c'était au stade du 28 septembre. J'ai été accompagné par Feu Pathé Diallo, le doyen, paix à son âme, qui était à côté de moi et qui faisait les commentaires, qui m'a encouragé. C'était le premier direct que j'ai fait au stade du 28 septembre, sans trop d'apprentissage. Hein. Les deux sont Makeme et Hawa Camille. Elles sont journalistes de formation. La première apprend ici en Guinée et la seconde au Maroc. La première est l'élève de la seconde. La seconde a inspiré la première à faire du journalisme. Celle-là, c'est Aminata Sangare. Elle a rêvé radio depuis son enfance en Côte d'Ivoire. S'il faut partir de la passion, je dirais que c'est depuis qu'on est au lycée. Depuis qu'on est au lycée, écouter la radio, ce n'était pas notre problème. On est sans souci. Donc la radio, c'était pour écouter juste la musique, pas les infos ou les documentaires. Mais je sais une chose. Lamine Guirassy, il faisait chômer les gens pour aller écouter ABD, quand ABD animait. Donc du coup, ça a laissé une certaine trace. Ça a commencé à donner l'amour de la radio. Et en plus de cela, avec le temps, moi, je me suis rendu compte qu'il y a des journalistes qui m'ont impressionné à l'époque, Hawa Camille, à qui je dis d'ailleurs merci parce qu'elle continue à me conseiller. Et Hawa Camille, elle m'a beaucoup impressionné dans la radio et à travers elle, je voulais présenter le journal. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et à l'université, on s'est orienté. Sciences humaines, on a fait nos 2 années de DUG avant de s'orienter en pur et dur journalisme pour 2 ans. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé.
Et tellement que j'étais amoureuse de la radio, je n'ai pas attendu de finir les études pour commencer à faire de la radio. Je voulais voir comment les reporters partaient sur le terrain, comment ils traitaient l'information. Et le jour, à partir de la 3e année, le jour qu'on nous a confié un exposé sur l'histoire de la télé guinéenne, j'en ai profité parce qu'à l'époque, on n'avait que la seule RTG. Il n'y avait pas encore de radio privée, c'était en 2001. Alors, on nous donne l'histoire de la télé guinéenne. Je profite, certes. Mon exposé était sur la télé, mais tellement j'aimais la radio, j'ai plutôt pris contact avec des gens qui faisaient radio pour parler de la télé guinéenne. Et j'ai pris quelques connaisseurs de télé qui nous ont facilité le travail. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à mettre le pied à la RTG. C'est vrai, je l'aime. Et écoutez, ça a commencé par des études au Maroc. J'étais allée pour toute autre chose au Maroc. Parce que quand je quittais la Guinée, en fait, j'étais en filière économie-finance. Et par le hasard des choses, j'arrive au Maroc en 1982. C'est la période des grèves estudiantines au Maroc. Et pas de cours pendant des mois, pendant 6 mois. Et bon, pour ne pas rester sans rien faire, j'apprends qu'il y a un concours, un test à l'Institut supérieur de journalisme au Maroc. Et puisque bon, je suis de nature très ouverte envers les gens, j'aime lire, j'aime apprendre et tout, j'ai dit, j'essaie, je me lance, je passe le test et j'ai réussi le concours. J'intègre l'Institut supérieur de journalisme et de communication de Rabat au Maroc. Voilà, je fais donc un cursus de 4 ans, une licence en journalisme. Et bon, je rentre en Guinée en 1990. J'arrive en Guinée en 1990. De toutes les façons, à l'époque, je n'avais pas le choix. Il n'y avait que la RTG. Donc, je suis embauchée à la RTG. Et voilà, commence mon histoire d'amour avec la radio. Africa numéro 1. Et c'est une radio qui avait un programme assez varié et qui m'avait beaucoup séduite. Et j'aimais beaucoup écouter cette radio. Moi qui rêvais d'être médecin dans un futur, et j'ai vu que j'avais commencé à changer de passion. J'aimais écouter ces gens-là. Mais je me dis qu'auparavant, dans mon enfance, depuis la Côte d'Ivoire, j'étais très attirée par la télé. J'étais très attirée par des journalistes de renom à l'époque en Côte d'Ivoire, comme Joseph Diomandé, comme Joseph Josi Kwasi Eboué. C'était de grands noms à l'époque dans le média ivoirien. Bon, bien que je n'y comprenais rien, j'aimais bien les regarder, mais la fibre s'est vraiment affichée quand l'émergence d'Africa numéro 1 avait vraiment plané sur toute l'Afrique de l'Ouest. Et voilà tracé mon chemin. Et après les études universitaires à l'intérieur, à Cancan précisément, j'ai opté pour la radio et je suis venu à Conakry. J'ai demandé un stage à la radio-télévision nationale. Et voilà aujourd'hui. Je fais mes débuts comme tout le monde, avec des flashs d'informations, puis des reportages. Puis pendant une dizaine d'années, la journaliste, la présentatrice vedette de l'édition de Guinée Soir. Et comme je le disais, cumulativement, des reportages, la création de l'émission La Revue de la Presse à la Radio Nationale, le panier de la ménagère. C'est des émissions que j'ai créées quand j'étais à l'époque là-bas. Pour être franche, souvent, les débuts sont durs pour tout débutant. Mais j'ai eu la chance, moi, de tomber sur des aînés qui m'ont accueilli à bras ouverts, qui m'ont aussitôt coaché, m'ont mentoré. J'ai eu des mentors à la RTG quand je suis arrivée, Salan Touré, qui est actuellement au ministère de la Communication, Feu Alpha Cabinet Keita, paix à son âme, et beaucoup d'autres mentors, même Yacine, je l'ai trouvé là-bas à l'époque, mais qui m'ont accueilli et qui m'ont aidé justement à pratiquer. Parce que c'est vrai qu'à l'Institut, nous avions des sessions de pratique et tout, mais entre le studio école et la pratique à l'antenne, c'est tout à fait différent. Si tu n'es pas coaché, c'est un peu difficile pour toi. Et à part les anciens, les doyens que j'ai trouvés,
Il y avait une équipe de jeunes également que j'ai trouvée de là-bas, de ma génération, avec qui nous avons formé une équipe. Parce qu'en fait, notre travail là, c'est un travail d'équipe. Tu ne peux pas évoluer seul. Il faut que vous soyez équipe. De toutes les façons, c'est pour ça qu'on parle de rédaction. C'est quand même un métier de star où les gens cherchent le végétariat, mais de façon saine. Et donc, vraiment, il y avait de l'émulation entre nous, mais il y avait de l'entraide également. Et il y avait de la solidarité entre nous. Donc, c'est dans cet espace que j'ai évolué. Et je dois être sincère pour dire que mes débuts n'ont pas été difficiles pour moi. Les deux sont Aboubakar Kamara et Jean-Baptiste. Ils sont ingénieurs des géomines de formation. Le premier a choisi de faire du journalisme scientifique et le second, musicien accompli, leader des Sofas de Camayen, s'est d'abord reconverti en ingénieur de son pour se rapprocher du métier de sa mère avant de devenir l'animateur et journaliste culturel que nous adulons. Je pars passer mes vacances dans mon village à Sugueta et par chance, je trouve que le village devait recevoir le conseil régional de la révolution de tout Kindia à Sugueta. C'est Sugueta qui devait héberger ce conseil-là. Je viens, le sous-préfet, on appelle le commandant d'arrondissement, il avait assez de difficultés pour gérer ce beau monde. Des gens qui viennent de Conakry, le BPN, le comité central, le préfet, le gouverneur de Kindia, notre commandant d'arrondissement était débordé. Moi, je viens en vacances, étudiant à la faculté des mines, donc un peu émancipé par rapport au village. J'ai aidé le commandant d'arrondissement à faire son discours et j'ai organisé le protocole pour bien recevoir les gens. J'ai aménagé la salle et j'ai permis à Sugueta, j'ai aidé Sugueta à bien accomplir, à bien recevoir ses hôtes. Maintenant, chemin faisant, je rencontre le correspondant de la Voix de la Révolution qui était à Kindia. Il accompagnait son gouverneur. Il vient à Kindia, il vient à Sugueta, il dit « Ah, mais toi, petit, toi, tu es très actif là. Tu es du village ?» J'ai dit « Oui, je suis du village. » J'ai dit « Mais j'étudie à Boké. Je suis étudiant à Boké. » Il dit « Mais ça, c'est une bonne chose. Est-ce que tu peux nous servir de correspondant de la Voix de la Révolution à Boké ?» Il dit parce que moi, je suis attaché de presse pour toute la zone de Kindia. Donc, Boké est dans ma zone. On n'a pas de correspondant là-bas. Il me propose des trucs. J'ai dit, je vais réfléchir. Il dit, mais il n'y a pas de problème. Arrivé, après les vacances, je retourne à Boké. Je vois le gouverneur Kabassan. J'ai dit, je voulais être correspondant de presse. Et je pense qu'il n'y a pas de correspondant ici. Il dit, mais il n'y a pas de problème. Alors, il dit, il n'y a pas de problème. Il me dit, ben, il faut faire un premier papier. Je l'ai accompagné, je crois, on était parti pour une cérémonie à Bintimodia. J'ai couvert la cérémonie. Je viens à la poste, je compose le numéro de la Voix de la Révolution. J'envoie mon premier câble. Le premier câble est parti, l'RTG enregistre. On dit, le papier est bon, petit, c'est bon, il faut continuer. Chaque fois qu'il y a un événement à Kindia, à Boké, il faut couvrir pour nous. On n'a pas de correspondant. C'est comme ça que c'est parti. On nous appelait les collaborateurs extérieurs. Ces correspondants, des collaborateurs. Donc, depuis 1971, j'ai fait ce travail-là jusqu'à la fin de mon cycle universitaire à Boké, bénévolement. La radio et moi, c'est, si vous voulez, une histoire qui date de ma petite enfance. Parce que ma maman, Adja Koumba Diagne, est une pionnière de la radio Banane. Une des toutes premières qui a vu beaucoup de cadres arriver à la radio Banane, donc bien avant l'indépendance. Peut-être que c'est par ce canal qu'en tétant, l'amour de la radio m'est venu. Par la suite, je passais la plupart de mon temps de vacances à la radio. Quand elle a déménagé, la radio a déménagé
non loin de Nafaya, aujourd'hui la BICI, la Banque islamique. Je me souviens que je venais là presque tous les jours. J'avais une passion terrible pour la radio, accompagner ma mère pendant les vacances. Et certains aînés qui n'existent, qui ne vivent plus, paix à leur âme, et juraient déjà que Mam, puisqu'ils appelaient ma maman Mam, le petit Jeannot finira par la radio. Tu vois comment il se promène entre les magnétophones, entre les studios. On m'a dit de faire une étude sur les routes carbonatées de Guinée, notamment Kourouni, ça c'est à Sigiring, Lebekere, ça c'est à Pita, non pas Pita, Mali, et Sougoueta. Il y avait ces 3 gisements-là, me demande de faire une étude comparée à la lumière de connaissances pour comment monter une cimenterie sur les 3 gisements. Alors, je fais ma thèse, je présente ma thèse, ça marche. Ben, j'ai eu ma mention. On m'affecte à Kankan, comme inspecteur des mines à Kankan. Mais déjà, le temps que j'ai fait, de 71 jusqu'en 76, le temps que j'ai fait comme correspondant de presse à Bokeh, j'ai pris le virus. Parce que le micro, c'est de la drogue. Je n'avais pas fait des études spécifiques en matière de technique radio pour servir comme opérateur d'antenne, technicien de prise de son. Mais en vérité, j'ai fait le circuit normal du primaire au collège, au lycée, et ensuite nous sommes les premiers de l'ENAM, où j'ai embrassé, voyez, la carrière de géomine. C'est pas tout le monde qui le sait, mes promotionnaires m'écoutent, mais l'honnêteté intellectuelle m'amène à dire qu'en fait, j'ai commencé donc à servir au ministère des Mines. Depuis 1977, donc, j'ai commencé cette émission de la question-réponse. La première question, si j'ai une bonne réminiscence, elle est venue de Bofa. Il y a un auditeur de Bofa qui dit: Monsieur camarade, sur la toiture de tous les mosquées du monde, il y a l'étoile et la lune. Qu'est-ce que ça signifie ça? C'était la première question, c'est venu de Bofa. Ça, c'est une question piège. Il dit: quelle est la signification? Pourquoi toutes les mosquées portent ce dessin-là? La lettre est venue à l'office guinéen de poste. J'ai pris la lettre, je suis venu voir mon chef de programme. J'ai monté à Bambou, j'ai dit: la première question est tombée. Bofa a demandé la signification de ce dessin-là sur les mosquées. Il dit: voilà, ça c'est le début du commencement. Comme tu es têtu, maintenant il faut répondre à cette question-là. Et c'était mercredi, il faut que je réponde à cette question-là. J'ai préparé le truc, je me suis assis. Dieu m'a aidé. J'ai pu, il n'y a pas de documentation, hein, franchement, répondre à cette question. J'ai expliqué cela à la radio et la réaction a été positive. Alors l'émission, vous la commencez donc en 1977. L'émission question-réponse, oui, a commencé en 1977. Mais déjà la collaboration avec la RTG depuis 1971. Et vous arrêtez quand l'émission? Hein? Vous arrêtez quand l'émission? Quand j'ai arrêté, j'ai fait près de 40 ans. Hein. 40 ans. J'ai fait près de 40 ans. Je n'ai pas souvenance de la date exacte, mais j'ai fait 40 ans de collaboration avec la RTG. Mais de collaboration sur la base du bénévolat. C'est-à-dire sans salaire. Hein. Jusqu'à mon départ de la RTG, je n'ai pas eu un seul copain. Et je ne le regrette pas. Si c'est à refaire, je peux refaire la même chose. Parce que j'ai appris, c'est dans l'émission là, ce que j'ai appris, c'est beaucoup. Début 80. C'était les dernières années, 3 ans, 4 ans avant la disparition du camarade président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme. Donc, je suis affecté à la radio au moment où le regretté Alvarez Kaba, qui fut président du CNC, était secrétaire d'État, je crois, à l'information. Et Ansoumane Bangoura était directeur de cabinet. Ça, je me souviens. Et Emmanuel Kati comme directeur des services
de l'information. Voilà. C'était un choix. C'était un choix. J'ai voulu faire la chronique scientifique et les émissions scientifiques, je les choisis. Voilà. C'est une option libre. J'avais la chance, le ministre de l'information à l'époque, Bianzin, c'était un scientifique. Donc lui, il m'a adopté tout de suite. Il m'a adopté. Quand je suis arrivé, j'avoue que j'ai eu un privilège immense. Parce qu'on m'a dit de choisir. Voyez-vous, on m'a dit de choisir. Et tout de suite, mon premier réflexe est parti, parce que j'étais déjà musicien chef d'orchestre maintenant du Kamen Sofa, est parti vers la prise de son des ensembles. Parce qu'on n'avait pas assez de preneurs de son à l'époque, bien que ceux qui étaient là étaient de taille. Je me suis dit, parce que de par ma carrière, les différents preneurs de son, ingénieurs de son des autres pays déjà, en ce moment, au début des années 80, c'était généralement des musiciens. J'ai dit que, ayant déjà ce background de musicien, de chef d'orchestre, de guitariste, si je faisais une formation de prise de son, j'ai d'ailleurs enregistré certains orchestres, hein, je vous le dirai tout à l'heure, que vous écoutez souvent, mais puisque ce n'est pas signé. Et voilà, il n'y a pas eu de problème. Et Emmanuel Kati, puisque je venais chez des anciens collaborateurs à ma défunte mère, et je connaissais tous les rouages de la radio, je n'étais pas nouveau, j'étais familier à tous les anciens qui étaient là. J'étais un enfant chouchou, excusez-moi du terme. Donc j'ai choisi volontairement, ils disent bon ok. Mais je me souviens que la plupart des anciens là ont dit non, nous on te voit ailleurs. Les deux ne parlent jamais. Mais si vous n'avez pas entendu parler d'eux, c'est que vous n'avez jamais écouté la radio. Le premier, c'est Ibrahima Touré, Zaka, que les Jano et Moussa Mara ont longtemps cité dans Sono Mondial et Carrefour. Il voulait devenir comédien. Le second, c'est Mamadou Bassouma, Tessema, l'inamovible secrétaire général de la rédaction de la radio nationale. Il avait aussi un penchant pour le football. C'est vrai que je suis venu très jeune à la radio, parce que les gens pensent que quand tu es à Zaka, c'est un vieux. Je suis venu très tôt à la radio. Parce que moi-même, mon rêve, c'était pour commencer à travailler à l'âge de 22 ans. C'était mon rêve. Donc je me suis battu, mais l'on propose, Dieu dispose. Donc, dès que j'ai fini, dès que j'ai raté une fois le bac, j'ai dit bon, vu mon âge, j'ai dit j'ai tout fait pour que je commence à travailler à l'âge de 23 ans. J'ai immédiatement orienté à l'époque. Et quand tu finis, on t'envoie à l'université, tu fais une petite formation là-bas, donc c'est comme ça que j'ai fait. Après en 1995, on m'a envoyé à Cancan en tant que stagiaire à la radio rurale. Et après la radio rurale, j'ai quitté, je suis parti en Côte d'Ivoire. J'ai fait là-bas 1 an. Et je me suis aussi spécialisé dans la comédie. Donc il y avait 2 balances. J'ai dit bon, je voulais être quelqu'un en Guinée. Le jour que je suis né, c'est mon papa et ma maman et mes parents qui étaient au courant. Mais mon rêve, le jour que je vais mourir, il faut que toute la Guinée sache que quelqu'un est mort. Donc j'ai choisi entre les deux. J'ai dit bon, je vais faire d'abord la comédie. J'ai commencé par la comédie. Et après la comédie, je suis venu à la RTG, j'avais créé ma troupe qui était appelée Les Zigolos. Et là-bas, la comment m'a vu, croyant que j'ai fait seulement la comédie. Un jour, il m'a demandé bon, qu'est-ce que tu as fait à l'école? J'ai dit je suis ingénieur de son. Je n'ai fait ni démarche, rien, absolument rien, de l'IPK directement. Je suis venu à la RTG le 13 décembre 1982 à 10h. Mon rêve, c'était pour être un célèbre. Mais quand j'étais au service extérieur, j'ai dit, ah, ici, c'est pas ça. Comme j'ai fait l'antenne à Cancan, je me suis battu, il faut que je revienne à l'antenne. Heureusement, bon, Dieu a compris, Dieu a accepté mon vœu. Je suis venu à l'antenne le 5 janvier 98. Pardon. C'est un truc que j'ai aimé. Hein. C'est pas moi qui me suis nommé comme secrétaire général. D'abord, tout a commencé dans la salle de rédaction. Les matins, par exemple, au moment où les téléx, là, on n'était pas arrivé à ce niveau-là, au moment où les téléx, on avait un téléx.
dans la salle, c'est moi qui recevais et tirais les trucs là, faisais le desk Afrique, desk Inter et les trucs. Non, tous les matins, c'est moi qui le faisais. J'enregistrais le monitoring à chaque 9h15, à chaque 15h15. Il faisait le tri, ce qu'on peut, de commun accord avec le rédacteur en chef et les deux, parce que les soirs, c'est les deux présentateurs. Le matin, 12h45, c'est un présentateur, 16h15, c'est un présentateur, mais 19h45, c'est deux, c'est le duo. Donc je fais, mais quand j'ai fini d'enregistrer, je prends les différents titres du monitoring, je viens, parce qu'à partir de 16h, on a, juste après le journal de 16h15, on a une conférence de rédaction de 10, 15, 20 minutes pour le journal de 19h45. C'est quand on arrête tous les éléments là, moi je vais pour le montage, je prends les intros et tout ça, et je remets au présentateur et je monte le son, tout ça. C'est ce qui m'a... Et j'ai été apprécié par mes chefs, pas moi. C'est mes chefs d'alors qui me l'ont imposé et les anciens que j'ai trouvés là. Celui qui m'a plus marqué, c'est Moussa Mara. Après Moussa Mara, c'est Jeannot. Parce que Moussa Mara était dans la même génération. Et quand Moussa Mara a quitté, Jeannot m'a récupéré. Et c'est les deux, surtout, bon. J'ai dit que je n'ai pas voulu quelqu'un, une dame, qui m'a montré tout le secret de la technique. Hervé William Maria. Actuellement, elle vit en Italie. C'est elle qui m'a appris à faire comment travailler avec les animateurs. Parce qu'à l'époque, travailler avec les animateurs, 3 maïtou, 4 maïtou, il faut être très concentré. Hein? Il y a des tels que Jeannot, il y a le jingle passé, il y a l'indicatif par là, il y a l'émission passée, il y a l'instrument, donc il faut être... Hein? C'est pas ici un déclic, non. Là-bas, il faut balancer avec des mains. Donc, grâce à celle-là. La vie est brève, les opportunités sont fugitives. Tout finit par finir. L'amour entre père et fils. Traduit musicalement. Derrière le pupitre numérique, Amara Djoubate, Ibrahima Zaka, Willab Togadi Barroso, coordination générale, Julien Mathias, Moussa Mara. Ils ont des histoires personnelles différentes à nous raconter, mais ils sont radio à vie. Le jour que Barroso m'a dit, beaucoup petit, tu vas conduire les gens, après moi il a fait le journal. Il est d'accord, parce que faire le journal, c'est pas n'importe qui. À l'époque, quand tu fais une erreur seulement, c'est la personne qui appelle. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je fais faire mon émission, j'envoie les spots publicitaires, tout ça là. Je vois Barroso. Mon frère, Barroso est parti. Je sors dehors, je demande où est Barroso, est parti. J'ai commencé à trembler. Alors c'est lui qui vous avait dit qu'il allait faire le journal? Oui. Il est parti, m'a laissé. Après, il a appelé sur le fixe. Il dit, petit, oui, en temps, c'est gagné, hein. Kata, change, bonne chance. Ça, au juste ton jour de baptême. Si tu fais, si tu ne réussis pas, on te vient dehors. C'est comme ça qu'il m'a dit. Il y avait un monsieur qui était là qui m'a encouragé, Fodé Filali Camara, qui était à côté de moi. Il dit, mais Zaka, il faut te poser. Voir le courage de partir. Donc, comme il t'a dit comme ça là, il faut prendre le courage. Et quand Abdoukam est rentré me voir, il est ressorti. Il est parti voir Talato à l'époque, qui était directeur en chef. Il dit, il dit Talato, je ne suis pas trouvé un jeune là-bas, là, vraiment, il va gâter mon journal. Talato il m'a vu, il ne m'a rien dit. Il est parti, il allait voir Issa Kone à l'époque, directeur de la radio. Il dit, il dit, ça, j'ai vu un jeune là-bas, qui est ce jeune-là? Il dit, vous voyez comme ça, Issa Kone, laisse-le. Lui aussi, c'est un ingénieur. Et heureusement, j'ai bien fait le journal, ça s'est bien passé dans les bonnes conditions. J'ai fait aussi 19h45, et c'était la plus grande édition à l'époque. J'ai fait ça, et Dieu merci. Comme Barroso a dit, quand il était à l'écoute, après il m'a appelé, il dit, petit, merci, maintenant, tu seras programmé dès demain. Ma première brève, qui a été diffusée pour la première fois, après 2 mois, à la rédaction, c'était
On m'a envoyé la brève là de Lola, pardon. C'est Odelontia qui est là, c'est lui-là, qui vit jusqu'à présent. Il m'a attendu la dépêche. Il dit, tire-moi une brève ici. Il était 15h30. Là où il m'a laissé, il m'a remis la dépêche, je l'ai lu. Pendant 20 minutes. Il va, il revient, il me trouve à la même place. Il va, il revient, il me trouve à la même place. J'ai tiré une brève dans ça. Je l'ai remis. Il dit, mais qui t'a traité? J'ai dit non, vous m'avez laissé ici. Et je n'étais avec personne. Il a fait lire par 3 ou 4 anciens. On s'acheminait vers 16h15. Il dit non, ça peut passer. Cheikh Fantamadi Condé, à son arrivée avec Bamboun Kaba, qui était le directeur des programmes, m'ont dit que puisque Emmanuel Kati avait animé l'émission Musique comparée, c'était bon de confier cette émission à un musicien qui aurait pu mettre musique comparée, c'est-à-dire vous prenez un titre qui est interprété par plusieurs formations musicales et vous essayez de le disséquer, de voir la texture musicale, de rentrer dans les détails des arrangements et tout, et d'en faire des commentaires. Donc voilà la première émission en fait qu'on m'affecta. On avait découvert des échantillons des indices de pêche blende. Le pêche blende, c'est un minerai d'uranium. On a trouvé des indices de pêche blende à Bataki. C'est un petit village, un petit hameau de Mali, en Guinée-Mali. Ismaël prend son hélicoptère, il demande à Emmanuel Kati qu'il veut qu'on lui envoie un journaliste pour l'accompagner. Qui a une grande découverte, on a trouvé de l'uranium en Guinée. Vous savez, l'uranium, c'est la bombe atomique, c'est l'énergie nucléaire, c'est tout, c'est une grosse affaire. C'est aussi important, sinon plus que le pétrole. On dit qu'on a trouvé à Bataki des indices d'uranium. Emmanuel Kati il dit bon, il me dit, camarade, tu vas accompagner le ministre Ismaël. Mais Ismaël ne sait pas que moi je suis géologue. Je vais le bureau régional, le BRGM de Paris, c'est-à-dire le bureau de recherche géologique et minière de France. On a pris l'hélicoptère, on arrive à Bataki. Je fais mon reportage, j'étais parti avec mon caméraman dans le film. Dans l'avion, j'ai fini mon reportage dans l'hélicoptère. Je retourne à Conakry, je fonce directement à la radio, je fais mon émission, mon journal à la radio d'abord à 19h45, et puis je crois que c'était à 20h30 la télévision. Ismaël voit ça, mes commentaires. Le lendemain, il demande à Emmanuel Kati, ce jeune-là doit être dans mon bureau. Je ne dois pas faire un pas sans lui maintenant. Tous mes reportages, tous les événements qui concernent les mines, ce sera avec lui. Maintenant, il m'a trouvé un bureau, je me suis installé à côté de lui. Tous les trucs qui arrivaient dans les mines, c'est les rapports, machin, tout ça là. Donc j'étais son journaliste. Après, les bourses, une bourse du CIRTEF. Le CIRTEF, c'est le Conseil des radiodiffusions international des radiodiffusions et télévisions d'expression française. Et je vais passer un concours où il fallait présenter une émission. Et je vais donner une émission d'interprétation comparée que j'avais commencé déjà à faire. Donc je suis passé soit de l'autre côté de la console pour me mettre de ce côté-ci. Et cette émission, c'était par voie de concours, ouverte à toutes les radios francophones. Bon, la direction va m'appeler un jour, bon, tu as réussi à ce concours et tu dois aller en stage au Canada. Donc Radio-Canada va me recevoir et à ce niveau, je vais me présenter en qualité de technicien. Mais ils disent non, ce n'est pas le technicien que nous on reçoit ici. Monsieur Williams, avec votre bagage de chef d'orchestre, guitariste, c'est l'émission qui est venue. Vous étiez le présentateur et le réalisateur. C'est grâce à cette émission, donc ici, on vous met dans le camp des journalistes. La radiodiffusion nationale, les merveilles du passé avec les souvenirs qui reviennent.
La radiodiffusion est en Guinée depuis l'époque coloniale. Des sources parlent de 1935 entre les deux grandes guerres mondiales et surtout à la veille de grandes réformes politiques chez le colon français. Réformes qui vont aboutir au référendum gaulliste de 1958, mais la radio Conakry, comme elle s'appelait, ne sert pas tout de suite le colonisé qui n'avait droit qu'aux informations sur des navires bananiers. Les colons avaient lancé une radio en Guinée qui s'appelait Radio Banane. La Radio Banane, sa place, c'est occupé maintenant par un commissariat qui se trouve en face de la Banque islamique. Entre la Banque islamique et Printania, le commissariat qui est au centre là. La Radio Banane, c'était la première radio de la Guinée. Vous savez, quand je faisais d'abord mes recherches sur la radio-télévision guinéenne, j'avais été toujours confronté à une question lorsque je m'intéressais un peu à l'origine de la radio en Guinée. Et à chaque fois que je rencontrais les gens, je leur disais, on me dit oui, la première expérience radiophonique en Guinée, c'était la Radio Banane. La Radio Banane, qu'est-ce qu'elle faisait? Oui, c'est une radio qui diffusait des informations sur le mouvement des navires bananiers et qui donnait aussi des informations sur les activités des colons. Et c'était tout. C'était la réponse qu'on me donnait chaque fois. Je me suis dit, mais comment peut-on créer une radio pour une colonie et que cette radio se limite tout simplement à jouer un rôle aussi simpliste que de donner des informations aux planteurs qui étaient des franco-syriens, des franco-libanais, parce que c'est eux qui avaient vraiment beaucoup plus de domaines, et puis aussi des Guinéens qui s'investissaient dans la culture de la banane. J'ai dit, mais il doit y avoir quelque chose derrière tout ça. Elle va donc connaître plusieurs mutations. D'abord sur le plan technique, ensuite dans le contenu des programmes diffusés. C'est à partir du 25 août. Le 25 août, le discours qui a été prononcé à l'Assemblée territoriale, c'est-à-dire l'actuel HAC, que lorsque Sékou Touré a dit officiellement que la Guinée préfère la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage et qui a consommé, c'est ce qui a marqué ce discours, qui a marqué la rupture intégrale. Et lorsque le discours réponse a été donné à Sékou Touré en disant à la Guinée que la Guinée pouvait prendre son indépendance en votant le 28 septembre 1958 non, et que toutes les conséquences la Guinée en tirera, la métropole n'y fera pas obstacle. Donc à partir de là, il y a eu une espèce de liberté qui s'est installée au niveau de la radio, liberté de contenu. C'est-à-dire que Sékou Touré, à partir de là, avait la même mise maintenant, si vous voulez, avait une sorte de liberté si vous voulez, de faire évoluer le contenu des programmes en faveur de l'indépendance. En faveur de l'indépendance. Et tous les discours, maintenant, ce n'étaient plus les discours voilés, mais c'était des discours clairs et qui se traduisaient dans les chansons, qui se traduisaient même dans les communications que les journalistes faisaient, tous en faveur de l'indépendance. Les chansons, il y a une chanson de Conté Fodé qui dit Simiti Mouna Sande Mouna. Son contenu est expressif, il est très expressif. C'était pour, si vous voulez, rappeler les périodes dures de la colonisation, les périodes dures de l'occupation de la Guinée. C'est pour amener les Guinéens à se souder si vous voulez, à l'acquis, à l'indépendance qu'ils ont déjà retrouvé. Vous avez vu? Si vous prenez les chansons de Kade Yawara, vous prenez les chansons il y a un autre chanteur, Sori, il s'appelle Sori, qui aussi, toutes ces chansons-là avaient leur signification. Si vous prenez les chansons de Bembeya, Mo Beni Barale, donc tout ça là, c'était des chansons qui ramenaient les Guinéens vers leur pays. Travailler à la radio à l'époque, bon, évidemment, nous qui avons eu la chance d'être formés un peu par l'extérieur, nous faisions du journalisme, nous faisions des reportages, mais évidemment la ligne éditoriale, ça ce n'est pas
à cacher, c'était la ligne éditoriale du PDG, du Parti démocratique de Guinée, donc essentiellement axée sur la révolution. Et nous faisions donc des reportages allant dans le sens de la mobilisation, allant dans le sens de mettre les gens au travail, parce qu'à l'époque, le mot travail était comme sacré. Le président Sékou Touré lui-même disait, il avait un terme dit la mystique du travail. Autrement dit, le Guinéen devait travailler. Donc à partir de 1967, 67, 68, 69, il y a eu un changement d'orientation où on est rentré vraiment dans une logique socialiste et révolutionnaire. Et cette logique socialiste voulait tout simplement que la radio défende non seulement la Guinée, mais également que la radio défende l'Afrique, tous les pays qui étaient en mouvement de libération nationale. C'était ça la logique. Quand vous regardez les programmes ont été orientés vers ça. Il faut défendre les acquis de l'indépendance, il faut soutenir tous les pays qui étaient dans la lutte pour leur indépendance. C'est pourquoi quand vous regardez les éditoriaux, à l'époque, c'était des éditoriaux qui étaient écoutés partout en Afrique. La voie de la révolution, c'était la voie de son maître. Ce que le pouvoir central veut faire passer, c'est qu'on fait passer. Moi, j'étais un peu libre par rapport aux autres journalistes. Parce que j'étais sur un terrain qui ne gênait pas la révolution. Je faisais passer des trucs scientifiques. Quand les scientifiques venaient, qu'ils soient américains, chinois, japonais, j'avais la possibilité de les rencontrer et de les interviewer. Donc, par rapport aux autres journalistes, moi, j'étais un peu libre. Parce que je n'étais pas sur le terrain de la politique. Donc, ça ne dérangeait pas Sékou Touré, il n'y avait pas de problème. La rupture dans le contenu a été consommée bien avant 1958. À partir de la loi Gaston Defferre, à partir du moment où on a demandé aux colonies qu'ils pouvaient s'auto-gérer, s'auto-administrer, et c'est en ce moment que Sékou Touré, sachant bien que la radio avait une importance capitale pour la mobilisation de la population, pour la conscientisation populaire, il a tout de suite mis un système en place pour permettre d'entrer, n'est-ce pas, dans la fabrication de contenu de la radio, c'est-à-dire participer au programme de la radio. Et quand vous lisez le livre La radio banane, vous verrez la stratégie que Sékou Touré a utilisée pour permettre à cette radio banane, qui était la radio, parce que la radio banane c'est un sobriquet. C'est un sobriquet, ce n'est pas un nom officiel. Ce nom lui a été attribué parce que tout simplement, elle donnait des informations sur le mouvement des navires, des navires bananiers, et puis sur le mouvement des planteurs. C'est pourquoi c'est les planteurs même qui l'ont donné ce nom, la radio banane. Mais en réalité, c'est la radio de Conakry. C'était des radios locales. Comme par exemple, quand vous prenez Tananarive local, c'était des radios locales qui étaient tous dans un système que la France avait mis en place, qu'on appelle les radios d'outre-mer. L'indépendance guinéenne a donné l'autorisation et même la facilité aux nouveaux dirigeants de disposer pleinement de la radio. Ils peuvent alors la baptiser et donner aux nouveaux journalistes de nouvelles orientations. Ceux qui revisitent cette époque parlent d'une nouvelle lutte. Non pas cette fois pour se libérer du joug colonial, c'était déjà fait, mais pour consolider les acquis de l'indépendance. La radio est alors au service de la révolution. Journaliste comme technicien, à l'époque, il n'y avait pas de médiocre. Il n'y avait pas de médiocre. Bien même qu'à un certain moment, le président Sékou Touré avait dit que lui, la formation professionnelle du journaliste, non, d'abord qui s'occupait de la formation idéologique du journaliste. Mais quand même, lorsqu'on construisait déjà Boulbiné, lorsque les Allemands construisaient Boulbiné, donc il y a eu les premiers journalistes, même dans les années 60, donc, qui ont fait leur formation soit en Allemagne et en Suisse, extra. Donc il y a eu quand même cette formation de base. Donc, grande voix, peut-être je vais oublier certains, mais il y a Odilon Théa, voilà,
qui continue encore à donner des cours comme moi. Il est à Kountia. Ensuite, je ne sais pas s'il a arrêté à l'Institut des Arts de Dubreka. Ensuite, il y a Petit Barry qui a commenté le film Et vint la liberté, Madeleine Maka, dont le mari était M. Amara Kaba, qui a été directeur de la radio Guinée, qui était aussi journaliste. Il y a eu des voix, Momodba Diabaté, ensuite Oumar Diabaté. Donc, Oumar Diabaté, c'était une des grandes voix de l'époque, parce que dès qu'il y avait un événement qui se dessinait, alors le fait seulement d'entendre un commentaire de Oumar Diabaté, tout de suite, alors on dit, ah, mais à quoi s'attend, n'est-ce pas, le pays? Minute solennelle. Le super stalinaire d'Air France, dans lequel avait pris place le général et sa suite, après une impeccable prise de terrain, se posait au sol et venait se ranger sur le parking réservé à cet effet. Ils étaient tous là, les grands acteurs du 25 août 1958. Le président Sékou Touré, vêtu d'un boubou blanc africain étincelant, souriant, décontracté, calme. À ses côtés, il y avait le président de l'Assemblée territoriale, le camarade Saïfoula Diallo, et tous les membres du gouvernement de la loi cadre. Le général de Gaulle, visiblement touché par la grandeur de la réception et surtout la parfaite organisation de la population de Conakry en liesse, saluait. Comme à Tananarive, comme à Brazzaville, comme à Abidjan, les jeux étaient-ils déjà faits ici aussi? Le ministre de la France d'Outre-mer, Corny Gentil, ancien gouverneur général de l'AOF, souriait, détendu, heureux de cette première prise de contact. Le haut-commissaire, Pierre Mesmer, serrait des mains et saluait gentiment. Seul, le gouverneur de la Guinée, M. Mauberna, était anxieux, peu rassuré de cet enthousiasme spontané de la population de Conakry qui l'a toujours dérouté. Elle était là aussi, l'armée française, l'armée sur les dents, au plus grand complet, avec ses chars, ses avions sillonnant le ciel, avec tout son potentiel de guerre, dans une attitude de guerre et de défi à jamais égalé pour une simple réception. Prise de son, Banyaï. Réalisation, Bamboun Kaba. Présentation, Odilon Théa. Et les dispositifs techniques seront au rendez-vous. Une radio qui veut contribuer à la construction d'un nouvel État doit forcément se donner les moyens. On ne manquait de rien quand même à l'époque, puisque la radio était considérée comme un outil vraiment de la révolution. Donc il ne fallait pas qu'il y ait manque de matériel. Bien sûr, ce n'était pas moderne comme aujourd'hui. Le Nagra qui pèse 15 kilos, quand tu dois aller en reportage, il faut l'accrocher à ton épaule et aller avec. Et le travail de montage, ça se faisait sur des grandes bandes magnétiques et avec des magnétophones quand même assez grands. Mais on s'en sortait quand même. Vous savez, je revois encore ces magnétophones Akai, Telefunken, c'est des magnétophones avec les grosses bandes de 1000 mètres. Et des Telefunken qui étaient là, dans chacun des studios. L'avantage, le studio D, qui a servi d'ailleurs de plateau de télévision, je commence par ce studio, j'y étais déjà passé là, à ma qualité de guitariste et de musicien, avec mes compagnons du Sextet Kamen et du Kamen Sofa. C'est là où tous les disques de Xylophone, cette célèbre régie Xylophone, qui a eu à éditer près de 7000 titres de la musique guinéenne, c'est là où toutes ces prises de son ont été faites, avec tous nos ensembles, de Conakry à Lola. Donc j'étais régulier à ce studio. Je revois ce studio, c'était quoi, pour vous aider un peu. C'était le plus grand
puisqu'après il est devenu le plateau de la télévision nationale. 8 micros. Un gros magnétophone à une piste, je le vois. Et vous branchez les 8 micros, 2 fois, un pour le chanteur unique, s'ils sont deux pour les chanteurs, et les autres sont repartis entre les instruments de musique, et la prise est unique, sur une piste. Allez, comme vous avez dit, on donne le top départ, le son, l'orchestre engage, ou l'ensemble instrumental, ou quelle que soit la troupe artistique, engage la musique. Là, le technicien qui est dans sa cabine, il a fini déjà de calibrer le son et tout, comme l'ont fait d'ailleurs au célèbre technicien que je salue ici. Il calibre bien le son, il les règle, et il fait un essai. Les premières prises sont faites donc sur 1 ou 2 magnétophones. À la moindre erreur, même si vous êtes à la fin du titre, ce n'est pas comme maintenant où on fait l'étalonnage, on peut faire avec le numérique plein de choses, vous revenez sur l'enregistrement. Il y avait tout. Quand il y avait une panne, c'était automatique la réparation. Hein. Quand il y avait une panne technique grave, il y avait une procédure qui existait pour faire venir la pièce de rechange. Donc, difficulté peut-être à la rigueur, c'était les moyens de déplacement qui n'étaient pas aussi fournis. C'était l'établissement des lignes de reportage, parce qu'il fallait les faire peut-être 1 semaine, 2 semaines à l'avance. Il faut prendre les dispositions quand il y a des reportages, par exemple, à l'intérieur du pays ou à l'international. Il faut passer par les postes de télécommunications au niveau de notre pays, en écrivant naturellement. Et ce service-là s'adresse à Londres, Londres-Paris, Paris-Conakry, voyez-vous un peu. Donc la technologie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Le studio C venait par ordre, je viens en ordre décroissant. Là, il y avait 4 micros. Les instruments, des ensembles de calibre, pas de gros calibre, parce que l'on prenait les gros calibres au studio D, le moindre calibre se prenait au studio D, et il servait aussi d'enregistrement de certaines émissions, comme les langues nationales et les émissions de la radio de l'époque. Le studio D. On est maintenant au studio C. Il y avait le studio, avant le C, il y a le B. Là, tu avais les 2 micros pour des émissions, soit de débats, d'interviews et autres. Et ce studio était attenant au studio A, qui était vraiment le studio d'émission direct. Là, vous avez une console. Et je me rappelle, on venait d'installer le système qu'on appelle hybride pour permettre au téléphone d'être tout de suite, de passer en direct par le téléphone. C'était nouveau. Et vous avez un rack sur lequel toutes les connexions sont faites. Et à partir de ce rack, on avait des lignes de souveraineté. Par exemple, l'aéroport international avait une ligne directe qui venait dans ce rack. La Villa Bellevue, la case de Bellevue avait une ligne directe. J'ai de mémoire et je ne peux pas en oublier. Le Palais du Peuple avait une ligne directe, le stade du 28 septembre et la présidence de la République. Donc, les reportages qui se faisaient à ce niveau venaient donc par câble directement à partir de ce rack. Il nous suffisait de faire une connexion pour injecter le son de ce reportage ou de ce direct dans ce studio d'enregistrement qui était connecté aussi avec tous les autres studios que je viens de vous citer. Donc il y avait possibilité au moment du direct d'enregistrer à la fois au studio A, au studio B, au studio C, au studio D. Si vous êtes à l'extérieur de Conakry, si vous avez un téléphone à côté, vous pouvez brancher ce téléphone-là au Nagra et faire même un reportage en direct avec ce Nagra. Le téléphone vous envoie directement, vous faites le reportage. Donc c'était un appareil assez performant
Mais comme c'était lourd, le maniement était quand même assez difficile. Le studio E, qui deviendra plus tard RGI, Radio Guinée Internationale, était également un studio d'ailleurs qui a servi à la radio du PAIGC, le Parti africain de l'indépendance de la Guinée et des îles de Cap-Vert, parce qu'eux aussi ils avaient leur base ici en Guinée. Et là, je me souviens de ce studio. Maintenant, le studio F, c'est celui-là qui deviendra le studio de RCS, Radio Conakry Stéréo, la première radio stéréo de Guinée, qui deviendra plus tard, sous le magistère de Boubacar Yassine Diallo, RKS, Radum Kaloum Stéréo. Ça, c'était le studio F. Donc, à ce niveau, il fallait travailler sur ces différents studios A, B, C, D, E, F pour les prises de son, les montages et le rendu définitif des émissions. Donc, j'ai presque fait un apprentissage réussi dans ce domaine, je dirais. À l'époque, il fallait passer au PTT, prendre la réservation du circuit, parce que c'était de PTT, de poste télécommunication à poste télécommunication. Donc il fallait que la réservation du circuit soit faite par les télécommunications guinéennes. Et vous allez avec la copie de cette réservation et le signal transitait par Paris. Et vous arrivez, dès que vous arrivez à Dakar, à Abidjan, à Yaoundé, à Lomé et tout, vous allez d'abord aux télécommunications avec la copie pour confirmer, oui, vous avez reçu. Ils ont reçu la réservation des télécommunications parce que ça c'est payant. Il n'y avait pas de véhicules pour nous envoyer en reportage. Alors on nous envoyait à la gare voiture, on voit le syndicat des transporteurs avec notre ordre de mission. Et à l'époque, tout le monde travaillait pour la révolution. Quand on leur expliquait, je suis journaliste, je dois aller à tel endroit, bon. Le responsable syndicaliste devait s'arranger à ce qu'un de ses chauffeurs nous amène gratuit. Donc, c'est comme ça que l'on voyageait. C'est l'époque des fameuses bandes magnétiques et des magnétophones. Et tout se comprend dans le langage. La radio a marqué bien d'entre eux différemment des histoires profondes qui racontent leur joie, crainte, déception et calvaire. Ils les ont vécues aussi bien dans les salles de rédaction, studios et sur les terrains de reportage. Bon, le changement est très bien parce que ça facilite. Actuellement, on peut faire la programmation, tu te couches. Avant, tu ne peux pas faire ça. Et la radio émettait à l'époque en 2 temps. De 6h jusqu'à 8h, on coupe. On reprend de 12h jusqu'à minuit. Actuellement, c'est 24h sur 24. Et grâce à la nouvelle technologie. Avant, c'est les bandes magnétiques. Et chaque émission. Non, peut-être tu as le temps de bouger s'il y a une émission qui passe, une émission de 30 minutes. Si tu veux te mettre à l'aise, tu bouges, tu vas faire vite. Si tu as la chance, il y a une émission qui fait 30 minutes, là tu peux faire ce que tu veux. Mais tu ne restes pas là-bas, dès que ça finit, tu veux te revenir parce que ce n'était pas automatique. À chaque fois, il faut. Ah non, il faut enlever vos mètres. Bon, à l'époque, il y avait 5 maïtos derrière moi. Malheureusement, il n'y a plus le film là. Il y avait 5 maïtos derrière moi. Les 5 maïtos, tu veux mettre la musique sur un maïto, indicatif sur un maïto, l'émission sur un maïto, l'instrument aussi sur un autre maïto. C'est comme ça qu'on travaillait. À Gawal, pour faire un voyage à travers la Guinée. Et je me souviens, je suis parti à Flamori, à plus de 100 km de Gawal. Au retour, le véhicule que j'avais est tombé en panne. Et c'était pratiquement irréparable. Il fallait que quelqu'un vienne de loin, de Conakry, ou en tout cas pour réparer, ou tirer le véhicule jusqu'à un certain niveau pour qu'on puisse trouver des mécaniciens et réparer le véhicule. Donc, à mon retour, donc, il y a eu cette panne-là. Je ne savais pas comment rentrer à Gawal. Entre-temps, il y avait à l'époque les FAPA, ce qu'on appelait cette expérimentation pour mettre les gens à l'agriculture. Donc, il y avait le tracteur de la FAPA qui devait rejoindre Gawal.
Imaginez-vous de Flamori à Gawal, c'est pas facile. Donc je suis monté dans ce tracteur-là pour venir. Et en route, il pleuvait. Le tracteur n'a pas de toit. Alors comment faire pour préserver mon agra de la pluie? Donc je me suis déshabillé, j'ai enveloppé mon agra avec, j'ai mis sur mon genou, je me suis courbé là-dessus. Tout ça pour que la pluie ne touche pas mon appareil. Donc j'ai voyagé péniblement comme ça, jusqu'à Ndouria, dans la zone de Koumbia, où j'ai rencontré le lieutenant Tianan Diallo, qui m'a dit « Ah, mais tu ne peux pas aller à Gawal comme ça, je vais me débrouiller pour te faire partir. » Donc, il a fait venir un de ses véhicules qui m'a conduit à Gawal. Par la même occasion, je devais rejoindre aussi Bokeh, qui n'avait pas d'occasion. Et je me suis embarqué dans un gros camion. En route, il s'est mis à pleuvoir aussi. Alors le camion était couvert en partie. Vers la cabine, ils avaient fait quelque chose qui couvrait cette partie-là, tandis que le reste du camion n'était pas couvert. Alors, on était un peu nombreux, nous sommes rentrés sur la partie couverte. Et à côté de moi, il y avait une chèvre, un bouc, par hasard. Un bouc, il faisait froid quand même. Un bouc qui m'envoyait ses effluves-là. Il avait la narine presque à côté de ma joue. Et il m'envoyait du souffle un peu chaud. J'ai dit, ah bon, au début ça me dérangeait, mais après, je me suis dit, mais pourquoi pas. Donc j'ai voyagé dans ces conditions jusqu'à Bokeh. On est maintenant entre les deux. Voilà, on a un pied presque levé sur l'analogique et l'autre pied qu'on commence à poser, n'est-ce pas, dans le numérique. Donc on est comme trait d'union entre les deux. Donc de toute la façon, moi je dirais que l'analogique a beaucoup aidé à ma formation professionnelle parce que j'ai travaillé avec des techniciens qui avaient aussi la passion du métier. Donc, avec eux, j'ai connu le son de telle sorte que même si vous amenez un orchestre, le Bembea Jazz ici, je peux, n'est-ce pas, les laisser faire leur réglage fini et je les enregistre en studio. Je les enregistre. Donc, ces techniciens avaient pour nom Elhadj Moussa Souma, paix à son âme, Émile Bamba Mato, n'est-ce pas, paix à son âme, les Bakodei Diaby. Donc, rares les anciens artistes qui ont enregistré sans que ça ne soit avec, n'est-ce pas, un de ceux-ci. Les bobines, les bandes magnétiques, nos appareils de reportage, c'était des magnétos très gros, très lourds. Quand on sortait en reportage, il fallait toujours demander au service technique extérieur qu'on trouve un technicien. Le technicien là aussi a son assistant qui va prendre le micro. On est toujours à 3. Donc si vous nous voyez partir, on voit comme c'est une caravane. C'était un matériel très lourd. Maintenant, grâce aux Japonais, maintenant, tout est miniaturisé. Je commençais à m'habituer à l'antenne. Je commençais à m'habituer à l'antenne, aux petites appréciations qu'on aimait pour les débutants. Ça fait toujours plaisir quand on t'apprécie en tant que débutant. Alors, j'étais là. Et un jour, il y a eu un problème à la RTG. On a dû mettre tous les stagiaires à la porte. Voilà. Je pensais que c'est vrai que j'étais stagiaire, mais j'avais dépassé ce niveau. Que ça allait toucher tout le monde, peut-être sauf moi. Alors, quand on a dit, tous les stagiaires, faites vos bagages, partez. Quand on aura besoin de vous, vous reviendrez. C'était un mois de juin 2003. Alors, moi, je viens voir mon rédacteur en chef. À l'époque, c'était Alpha Cabinet Doumbouya. Je viens tranquillement le voir au restaurant. Il me dit, mais tu as l'air triste, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, chef, on demande que tous les stagiaires rentrent à la maison. Je suis presque en train de pleurer. Il dit, on demande à ce que tous les stagiaires rentrent à la maison. Je dis, mais si on vous dit de rentrer, il faut rentrer, c'est quoi? C'est la RTG seulement que vous avez vu? Alors il ne fallait pas. J'ai éclaté à larmes en même temps.
Ça m'a fait pleurer parce que je me disais qu'ils sont en train, peut-être qu'ils veulent tuer la passion du métier que j'ai en moi. J'avais déjà commencé à nourrir cette envie d'être à l'antenne, cette envie de faire des reportages tout le temps, surtout que quand je faisais, les gens appréciaient pour une débutante qui venait de commencer et qu'ils me cassent mon rythme. J'ai pleuré comme une gamine. Et certains se souviennent encore des risques encourus et des changements vécus. Et ça, franchement, les techniciens avaient fort à faire. C'est aujourd'hui où, franchement, non, on n'a pas besoin. Voyez, vous rentrez dans un studio, vous trouvez maximum 2 ordinateurs. Alors qu'avant, dans un studio d'émission, vous avez minimum 4 magnétos, 4 grands magnétos, plus un lecteur, n'est-ce pas, de disques. Vous voyez, donc 5 lecteurs. Donc aujourd'hui, un seul ordinateur suffit pour faire tout ce travail-là. Donc franchement, c'est un atout. Et même quand on construisait cette maison avec cette option du numérique, alors l'un de mes techniciens là disait « Ah, donc ça c'est l'âge Moussa Souma, personnel. Et chaque fois qu'il le dit, je dis « Ah, cesse, ne parle pas de cette façon, il faut être positif. » Il dit « Ah, ben non. » Franchement, c'est comme s'il savait. Donc, avant même que la maison n'atteigne le premier étage, voilà, des suites de maladies, il a rendu l'âme et puis, voilà, on l'a enterré. Et ensuite, Bakoda Diaby. Donc, la maison terminée. Alors, il est venu visiter, il a trouvé partout, c'est des magnétos, c'est des ordinateurs. Il dit carrément, ah non, ça maintenant, nous avec l'âge, avec l'équipement qui est là, ça maintenant, on le laisse aux enfants. Oui. On montait nous-mêmes, parce qu'à l'époque, il y avait un casque qui était lié à la machine qui lisait. Donc, il n'y avait qu'une personne qui pouvait écouter. Vous êtes dans la salle de rédaction. C'était compliqué. C'est d'ailleurs quand le numérique est venu qu'il fallait des monteurs pour vous aider aussi parce que vous ne vous étiez pas habitué à ça. Vous n'avez pas reçu la formation pour ça. C'est là qu'on avait des monteurs. Mais pour ce qui est des bandes magnétiques, on montait nous-mêmes. Tu montes les extraits, tu gardes tes extraits. Et comme on ne sait pas lequel des extraits, donc quand tu veux par exemple extrait Jacques Lewa, tu écris sur un papier Jacques Lewa, tu scotches sur ça, tu écris extrait Kabakonde, tu mets dessus, tu mets. Et quand tu finis, tu enregistres ton papier sur les mêmes trucs, tu viens, tu refais le montage et par endroit, là où tu introduis Jacques Lewa, c'est la bande que tu avais montée, que tu viens, tu colles d'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre. Il y avait des scotch pour ça. Et on s'en est sorti quand même, on se débrouillait. Ça faisait parfois, c'était un plaisir de le faire. Le montage, vous faites avec la paire de ciseaux. Et si vous n'avez pas de ciseaux, vous coupez la bande avec les dents. Et ça, il y a trop de risques. Il y a trop de risques parce que parfois, on me donne des bandes récupérées, c'est-à-dire des anciennes bandes qui sont moisies, et mettre la moisissure sur les dents, c'est beaucoup de risques. C'est une chance qu'on a eue parce que, vous savez, la moisissure en science, c'est quand j'ai avancé un peu dans la recherche scientifique que j'ai vu qu'on traversait des grands dangers, des grands risques. Parce que quand la bande moisit, la moisissure qui est dessus, toute moisissure en science, tout objet ou tout aliment qui a la moisissure, c'est l'aflatoxine qui est là-dedans. La molécule qui est là-dedans est une molécule très toxique qu'on appelle l'aflatoxine, dès qu'il y a la moisissure. Vous mettez ça dans la bouche, c'est le cancer. C'est le cancer, rien à faire. Donc, nous, on jouait avec ça. On a des chefs de studio, Mbaye, vous savez comment il est mort dans les conditions très très tragiques. Il est mort aveugle. C'est lui qui, tout le temps, il vous donner les bandes, récupérer les anciennes bandes. Il les fait tourner comme ça. Et cette moisissure a dû attaquer ses yeux. Moi, c'est plus tard que j'ai constaté, j'ai dit, ah, Mbaye, sa cécité, c'est dû à ça. Avec l'analogique, il n'y avait pas d'Internet. Quand tu devais travailler sur les informations Afrique et Inter, il fallait suivre les autres stations internationales. BBC, RFI, Medi 1. Alors, Général Tessema, que vous avez vu certainement, ou bien que vous aurez la chance de voir, Tessema était celui qui arrivait très tôt, vers 6h, 5h,
avec certains techniciens de la boîte, il y avait l'analogique, les bandes. Je ne sais plus comment on les appelle, mais c'était les bandes magnétiques. Il enregistrait le journal, 6h de BBC, 6h30 de RFI, et puis Midi 1 aussi, je ne sais pas c'était quel journal, mais c'était les 3 journaux. Et nous, les stagiaires, quand on arrivait, c'était ça notre travail, on décryptait l'information, la page Afrique Inter. On écoutait RFI et on te dit de réécrire, il ne faut pas écrire exactement, c'est ça aussi la formation. J'avoue que ça nous a formés dans la réécriture de l'information. On te dit, ah, RFI a dit exactement le chef de l'État, coup d'État au Mali. Toi, trouve un moyen pour remplacer ça, putsch au Mali, un peu. Ça change un peu les mots, mais ça veut dire la même chose.